Bénin. Merci. Quelle joie de me trouver ici parmi vous. Excusez-moi mon français qui n'est pas parfait, mais je vais faire de mon mieux. Alors, on vous pardonnera. Nous, Européens, sommes bénis avec la protection juridique la plus forte en matière de droits sociaux, n'est-ce pas? La Charte sociale européenne du Conseil de l'Europe de 1961 a été révisée et renforcée en 1984. Le pilier européen des droits sociaux, a été adopté par l'Union européenne en 2017. L'Union européenne continue à renforcer des pouvoirs en matière de droits économiques et sociaux. Il y a 2 ans, en effet en 2022, le Conseil européen a adopté une recommandation sur la transition équitable vers la neutralité climatique. Cette recommandation contient des orientations visant à soutenir l'emploi de qualité. Bonne nouvelle. Pourtant, notre réalité économique ne se comporte pas aussi bien que nos cadres juridiques. Dans son rapport de juin, l'Observatoire des inégalités constate qu'en France, les inégalités se creusent notamment sur les revenus et en matière de patrimoine. Aujourd'hui, les 10% de salariés les mieux payés gagnent 3 fois plus que les 10% les moins bien rémunérés. L'injustice de ces chiffres paraît évidente. D'autre part, l'inégalité globale des revenus entre les pays diminue. L'inégalité mondiale, en effet, est à son plus bas niveau depuis 150. Qu'est-ce que c'est? Oh. Ok, qu'est-ce que je fais? Non. Attendez, laissez faire là. On se le micro? Non. Merci. Ça marche maintenant? Ok. Donc, je disais que... Un problème de pied. Allez-y. Ne vous laissez pas perturber par ces incidents techniques. Jamais. Donc, l'inégalité mondiale est à son plus bas niveau depuis 150 ans. Le monde est plus égalitaire aujourd'hui qu'il n'était depuis 1800, je pense en Belgique, j'ai bien en Belgique, 75, c'est 75. 1875. On est plus égaux mondialement. Vous avez le droit de parler belge. Quel bel droit. Mais s'agit-il vraiment d'une bonne nouvelle? Cette réduction des inégalités signifie-t-elle que les pauvres vivent mieux ou simplement que la situation des riches peut-être s'est aggravée? L'accroissement spectaculaire des inégalités économiques à notre temps reste au cœur des débats sur la justice sociale. Il est bien établi que la réduction des inégalités a des effets bénéfiques en cascade, allant de l'amélioration de la santé à la baisse des taux de criminalité et à l'amélioration des résultats scolaires. Toutefois, ni la diminution des inégalités, ni l'augmentation de la richesse ne signifient que tout va bien. Prenons l'exemple de la Belgique, là où j'habite, qui est le champion mondial d'une répartition relativement égalitaire d'une énorme richesse. Les Belges sont les plus riches en termes de revenus médians, donc richesse répartie bien. Pourtant, quelques 19% de la population était menacée de pauvreté ou d'exclusion sociale
à 2022. Et ce qui est très important, la question des inégalités ne peut être assimilée à celle de la pauvreté. Comme le souligne le philosophe Harry Frankfurt, les pauvres souffrent parce qu'ils n'ont pas assez et non pas parce que les autres ont plus. Nous pouvons avoir des sociétés égalitaires, mais très pauvres. Être égaux dans la pauvreté ne sera pas un grand progrès, n'est-ce pas? Tout cela pour dire que ni la protection juridique des droits socio-économiques, ni la réduction des inégalités ne semblent assurer la justice sociale. Essayons donc d'aborder la fameuse question de l'inégalité sur un autre angle différent. Pourquoi les inégalités nous occupent autant, je demande dans mon nouvel livre. Selon Marx, les inégalités de revenus et de patrimoine existent même dans les sociétés communistes, où la valeur fondamentale est la solidarité et non l'égalité. Donc, dans mon dernier livre, Capitalism on Edge, en anglais, Contre la précarité en français, qui vient de sortir en français Audition du Seuil, j'observe que c'est l'insécurité économique et sociale qui est le grand fléau de notre époque. Les inégalités nous troublent, elles sont devenues politiquement et socialement significatives en raison de la prolifération des fragilités invisibles, l'émergence d'une précarité omniprésente. L'insécurité économique généralisée ces dernières années a fini par toucher bien plus largement que ce qui occupe les emplois précaires et mal payés. Ce de sociologue Guy Standing a appelé le précariat. À nos jours, la maladie sociale de la précarité, c'est une épidémie de précarité, touche presque tout le monde, indépendamment de la profession, la classe sociale, l'éducation, du sexe et même des revenus. Le capitalisme contemporain a engendré donc non seulement une classe précaire, mais une multitude précaire, quand désormais une large majorité de la population est concernée. Examinons donc un peu plus près ce nouveau phénomène, la précarité généralisée en masse et massive. D'abord, une petite clarification. Quand je parle de la précarité, ce n'est pas la même chose que l'incertitude de la vie moderne. La précarité est une vulnérabilité politiquement fabriquée. Ça, c'est très important. Et c'est pourquoi nous devons lutter contre les politiques qui engendrent la précarité au lieu d'imputer celle-ci à la complexité de la vie moderne et de conseiller à ses victimes l'acceptation des réalités ou encore de renforcer la résilience, comme on entend trop souvent. La technique de production politique de la précarité par les pouvoirs publics consiste à une technologie à installer un déséquilibre entre nos responsabilités et notre pouvoir d'agir. On a de plus en plus de responsabilités, mais moins en moins de pouvoir d'agir. Les responsabilités sont reportées sur les individus, mais ces derniers sont de moins en moins équipés pour pouvoir les assumer. Un exemple très clair est la tendance de l'Union européenne à demander au gouvernement d'augmenter la protection sociale et en même temps de demander de réduire des dépenses
sur les questions sociales. Donc, responsabilité augmente, pouvoir diminue. Cette logique politique désarme les citoyens et affaiblit la société, tandis que le pouvoir central se renforce et devient de plus en plus autocratique. Okay. Donc, je parle à précarité comme une des responsabilités sans pouvoir, et elle produit un pouvoir sans responsabilité. Un pouvoir sans responsabilité, c'est quoi? C'est un pouvoir arbitraire, une autocratie. Et on voit cette tendance aussi beaucoup en Europe. Donc, telle est la logique politique de la précarité. Regardons maintenant les mécanismes politiques, les politiques spécifiques qui le produisent. Le mécanisme clé est l'exposition des économies européennes à la concurrence sur les marchés mondiaux. Les économies européennes ont connu une croissance considérable dans les années 90, mais malgré cette croissance, déjà à cette époque-là, fin du XXe siècle, les insécurités économiques s'est accrues sous l'effet des réformes dites néolibérales. Il y a trois choses: privatisation des biens publics, de déréglementation des marchés de produits et de travail, et de désinvestissement dans les services publics. Un changement politique important a aggravé ce processus de déstabilisation. Le passage de la concurrence comme idée à la compétitivité, de concurrence à la compétitivité en tant que priorité politique. Ce changement est apparu clairement dans la stratégie de Lisbonne de l'Union européenne adoptée à l'an 2000. C'était un plan d'action décennal pour le développement économique qui s'engageait à faire l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde. L'histoire est désormais bien connue. Afin de garantir la compétitivité des économies nationales sur le marché mondial, les élites politiques du centre-droit et du centre-gauche ont entrepris deux séries de réformes. D'une part, la libéralisation des marchés du travail a réduit la sécurité de l'emploi, ce qui a donné aux entreprises la flexibilité dont elles devaient besoin pour être compétitives au niveau mondial. D'autre part, dans leur concurrence pour maintenir les entreprises dans leur juridiction nationale, les États ont réduit l'impôt sur les sociétés, ce qui les a en contrepartie entraînés à réduire les dépenses sur les services publics, tels que les soins de santé. Les politiques d'austérité après la crise financière avec lesquelles le gouvernement a fait face à l'effondrement financier de 2008 ont renforcé ces orientations et ces pratiques, mais c'est important de se souvenir que ça a commencé avant la crise, c'était la tendance très forte déjà avant cette crise, mais la crise a aggravé l'impact social de ces politiques. La structure institutionnelle et politique de l'Union européenne y contribue. C'est la structure institutionnelle même. L'Union européenne est impliquée dans ces tendances. En effet, l'Union était créée sur le principe de l'intégration économique, mais pas politique,
cette intégration débutait par lever les barrières commerciales et le moyen le plus simple de créer un marché intégré est d'appliquer le principe de la liberté des marchés en capitalisme sans contrainte. La logique économique des marchés libres l'emporte donc sur la logique politique du bien commun. La raison d'être de l'économie devient une raison d'être politique de l'Union. De plus, l'euro étant le principal ciment économique des différents pays, l'Union européenne se présente comme un projet qui donne la priorité à l'assainissement budgétaire au détriment des normes sociales. Le pilier européen des droits sociaux, proclamé solennellement, semble être une bonne chose, mais en effet, il a signifié une absorption accrue de la politique sociale dans la politique macroéconomique. De nombreux analystes ont noté que la politique sociale de l'Union européenne est de plus en plus subordonnée à des objectifs économiques axés sur la compétitivité, définis de manière étroite comme des coûts de main-d'œuvre faibles et une discipline fiscale stricte. Vous voyez, compétitivité à tout prix. Là, on a une nouvelle politique industrielle que l'Union européenne et les États-Unis aussi ont entreprise après la pandémie Covid. Mais cette politique industrielle consiste à fournir de l'argent public à des industries spécifiques, voire des entreprises spécifiques, afin d'améliorer leur compétitivité dans l'économie mondiale. Il s'agit d'une redistribution de la société vers le marché. Tout cela a alimenté deux trajectoires de précarité généralisée. Premièrement, nos sociétés sont devenues plus fragiles parce que le secteur public s'est réduit et que l'autorité publique a transféré sa responsabilité pour le bien commun aux individus et au marché. Deuxièmement, l'exposition à la concurrence mondiale a accru la pression au travail pour tous, y compris sur les travailleurs hautement qualifiés et bien payés. Rappellerons la vague des suicides chez France Télécom. C'était une entreprise de l'État. L'insécurité de l'emploi est la raison pour laquelle ceux qui ont le bon emploi ont peur de quitter ou de ralentir la course folle, même s'ils apprécient les loisirs et la vie de famille, alors que la précarité des pauvres s'exprime par l'endettement et l'appauvrissement, que des privilégiés se traduit par une épidémie de troubles mentaux tels que le burn-out, ainsi qu'un taux de divorce plus élevé. Et quel est l'apport de tout ça avec l'inégalité? C'est précisément parce que nous ne pouvons pas compter sur un secteur public solide et un filet de sécurité sociale que les ressources personnelles deviennent si importantes. D'où notre inquiétude pour les inégalités. En ce sens, le souci pour l'inégalité est un symptôme de la précarité. Si on n'était pas précaire, on s'en ficherait de l'inégalité. C'est ma thèse. Le fait de posséder les moyens financiers devient extrêmement important lorsque l'aide publique est déficiente. Mais quel que soit le niveau d'égalité que nos sociétés atteignent, sans un secteur public solide, nous resterons précaires. Personne ne sera jamais assez riche, sauf peut-être les 1% les plus riches,
pour se procurer des soins de santé de bonne qualité, car cela nécessite un investissement énorme dans la recherche médicale et le déploiement des capacités à long terme. Donc c'est un mythe que plus d'égalité va nous faire plus forts comme société. Donc la chose essentielle à retenir, la précarité est maintenant généralisée. Elle est le fruit d'une volonté politique et des politiques spécifiques. Et donc, elle peut être inversée. Nous ne devrions pas accepter de responsabilité pour des choses que nous ne pouvons pas gérer. L'État, les pouvoirs publics devraient faire leur travail et ne pas se décharger sur nous, les citoyens, de ces responsabilités sous prétexte, très souvent, d'améliorer la démocratie. Il faut donc lutter contre la précarité, l'insécurité sociale et économique, en limitant sa source. La priorité politique consistant à vouloir être compétitif dans une économie mondiale elle-même conçue comme un immense marché libre. Lutter contre la précarité en construisant les biens communs, un système de protection sociale solide et pas seulement un maigre filet de sécurité. Taxer les riches, oui, mais pas simplement pour égaliser les ressources privées, mais pour fortifier les ressources communes. Une politique industrielle, oui, mais pas une politique qui subventionne des entreprises privées avec des fonds publics et attribue ainsi les gains à des secteurs économiques privés, tandis que la société supporte les coûts, mais une politique qui construit des entreprises publiques au service public. Et voilà, c'est mon analyse.